Alors pour ceci, quel est le rôle du citoyen? Alors on parle effectivement de sciences participatives, de sciences citoyennes, de sciences collaboratives. De quoi parle-t-on? Qui est l'initiateur? Le scientifique dans son laboratoire de recherche, dans son université? Ou le citoyen qui vient à l'université un jour, qui dit voilà, j'ai une idée, je m'intéresse aux chauves-souris, moi je m'intéresse aux poissons du récif corallien, je m'intéresse effectivement aux papillons, de la science aux citoyens à la science. Et donc on a beaucoup lancé ces idées depuis quelque temps, on n'est pas du tout les premiers à faire ça. Ça fait longtemps en France qu'on en fait sans le savoir. D'un autre côté, aux États-Unis et ici au Canada, il y a maintenant pas mal de temps, une bonne quarantaine d'années, les citizen scientists sont partis, même avant. Hein. Vous allez voir comment on va passer de carnet de naturalistes amateurs. En France, on a fait de merveilleux travaux de botanistes. C'est les botanistes les premiers qui sont partis. On a des cartes fabuleuses des espèces botaniques. On parlait des arbres tout à l'heure, je ne sais plus où. Ça s'intéresse sur les arbres, là, voilà. Quand vous regardez la carte de botanique française en 1890, c'est les voies de chemin de fer. Hein. Ils prenaient le train, ils s'arrêtaient, ils herborisaient. On a une fabuleuse carte du réseau ferroviaire français. Hein. C'est parti comme ça. Il n'y a pas que les vieux sans dents, il y avait tout le monde qui participait aussi, bien sûr, hein, à ces questions d'aller regarder les petites pentes qu'on allait trouver. Donc, assez ancienne, hein, le public, alors, on parle de botanique, les colonies. Alors, vous savez que, je disais hier soir, effectivement, qu'à un moment où l'économie a été très mal, à un moment où il y avait des effondrements des économies, des grandes pathologies, comme les pestes noires après le Moyen-Âge, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des systèmes européens classiques pour aller coloniser, hein, avec tout l'aspect éthique et moral désastreux qui accompagne ces pratiques, bien sûr, et on s'en est sorti pendant quelques temps, jusqu'à des horreurs comme le commerce triangulaire que la France a pratiqué pendant pas mal de temps avec l'Amérique du Nord. Donc, vous voyez que tout ceci, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On n'a qu'une seule planète. On ne peut pas aller chercher ailleurs. Hein. On n'a pas l'énergie pour sortir. Alors on me dit, oui, on va réussir un jour. Combien de temps? 700 années? Moi, je veux bien. Ça ira mal bien avant ça. Donc, gardons la raison. Revenons à cette humilité que j'évoque en permanence pour faire autre chose. Donc on ramenait effectivement des choses qui aujourd'hui nous paraissent épouvantables. Hein. Je retrouve des textes au muséum de la fin 19e où on dit aux gens, allez dans les colonies, ramenez-nous des plantes, ramenez des bébêtes, ramenez des trucs. Je ne vous raconte pas les disséminations d'espèces invasives qui ont été créées comme ça. Près de Montpellier, il y avait un centre de traitement de laine de mouton. On a ramené 130 espèces de plantes dans ces laines de mouton, hein, c'était des graines accrochées aux toisons de mouton. On se retrouve aujourd'hui encore avec une bonne quarantaine d'espèces invasives qui viennent de l'époque où on traitait les laines de mouton. Il y a plein d'histoires comme ça, bien sûr, classiques. Le couple de retraités qui s'en va en Argentine en 1958 et qui ramène un truc super joli, tout jaune, sympa, hein, l'armoisie d'Argentine, et qui aujourd'hui colle des crises d'asthme à 15% des Français en remontant la vallée du Rhône et puis la vallée de la Loire. Donc tout ceci, bien sûr, mentalités qui ont changé, mais le muséum s'y prêtait bien à l'époque, bien sûr. On créait les sociétés savantes, ça marchait bien. Alors, à l'époque, en plus, c'est un aspect intéressant quand on parle de citoyen, c'est qu'il ne s'intéresse pas à tout. Le citoyen, il adore la minéralogie, ça c'est sympa, hein. J'ai vu des beaux minéraux qui étaient là, la géologie, la paléontologie, la botanique. Bon, la systématique des puces, c'est pas trop le truc de l'amateur, hein. La systématique des limaces non plus. Donc, vous voyez que déjà, il va falloir qu'on trouve des choses où il y aura le professionnel et l'amateur, que je n'oppose pas, hein. Je les mets ensemble. Amateur très éclairé. Souvent, c'est un type retraité du muséum, l'amateur éclairé. Hein. Donc il a passé sa vie à travailler sur les limaces, et quand il a eu 65 ans, il continue à aimer les limaces jusqu'à la fin de ses jours. Il devient un participatif amateur. Vous voyez que la nuance, vous avez des amateurs super bons. Hein. Donc c'est vrai que la notion est assez limitée. On ouvre les musées d'histoire naturelle, il y en a quand même 60 en France. Hein. Il y a 60 musées d'histoire naturelle qui présentent des collections en dehors du grand muséum national d'histoire naturelle, qui n'est pas celui de Paris, qui est le muséum national. Donc cette frontière est floue entre les chercheurs professionnels et les chercheurs amateurs. On sont naturalistes, on emmène les gens. C'est vrai que tous ces gens-là notaient sur des petits carnets ce qu'ils voyaient, et tout ça a été perdu. Aujourd'hui, c'est vrai que les fabuleux moyens actuels de dissémination de l'information changent tout. On est en forêt amazonienne, j'ai un iPod ici, là, je lis, je me mets sur le site du muséum, de l'arrivée du muséum, ma plante, elle s'appelle comme ça, elle vit comme ça, elle a tel parasite, elle a tel papillon qui vient butiner dessus, telle chenille qui va vivre dessus, ça a tout changé, et c'est immédiat. Hier soir, vous m'avez filmé dans cette salle, vous le faites en ce moment, tout à l'heure, on peut voir ça en Nouvelle-Zélande ou en Chine, hein, pour peu qu'on utilise une langue qui soit compréhensible pour tout le monde, pour communiquer. Ça a changé beaucoup de choses, c'est un puissant outil de la science participative, bien entendu. Hein. Alors, il faut sortir des inventaires. Le participatif, ce n'est pas qu'un catalogue d'espèces, je l'évoquais hier, hein. Il sort largement de ceci. Alors, vous avez soit effectivement du participatif qu'on appelle la phénologie, on regarde l'influence des climats, des saisons. Quand avez-vous dans votre jardin récolté la première prune? Quand avez-vous commencé vos vendanges? Quand la poire Williams du jardin d'à côté est partie? Et ça, en France, ça marche moyennement. Quand on parlait de la France, ce qui marche génialement en France, c'est les papillons de mon jardin. Alors ça, on adore ça.
Parce que le Français, il adore avoir un truc où dans son jardin, il va trouver quelque chose que le voisin n'aura pas. Et on voit en France une superbe passion participative sur papillons de mon jardin, oiseaux de mon jardin, limaces de mon jardin. Ça marche mieux que les trucs globaux sur le climat qui changent. Donc ça, c'est intéressant. Alors qu'en pays anglo-saxon, c'est entièrement différent. Une fois que le protocole a été décidé, personne ne discute plus le protocole. Alors que chez nous, ouais, mais alors, mes données vont servir à qui? Comment vous allez les utiliser? Est-ce que je ne suis pas instrumenté? Ça, en Italie, en Espagne et en France, c'est très très fort dans nos sciences participatives. Ça, quand je raconte ça à un collègue américain ou anglais, il ouvre des yeux comme ça. Et il dit, attends, c'est pas possible. Hein. Donc, vous voyez que là aussi, l'aspect anthropologique qu'on évoquait tout à l'heure est super puissant et présent. Donc on s'est organisé. Et on a lancé ces collectes de données que j'évoquais tout à l'heure, avec des revues aujourd'hui en France, comme Terre Sauvage, Revue Durable, qui se lancent à utiliser ces données. Alors, le muséum, pourquoi est-il bien placé? Parce que simplement, il a une histoire. Il y a beaucoup de tendresse pour le Muséum national d'histoire naturelle. Il a 4 siècles, il est créé en 1635. C'est le jardin du roi et des plantes médicinales. Le grand Louis XIV admire ce jardin parce qu'on ramène en fait des substances d'Amérique latine qui traitent son paludisme, donc il trouve ça fabuleux, il met beaucoup d'argent. Et c'est le chevalier de la Marque, en 93, qui arrête tout ça. Plus de jardin du roi. Buffon est mort l'année précédente, heureusement pour lui. Sinon, on l'aurait raccourci aussi. On va raccourcir son fils à Buffon. Hein. Et puis, il passe du jardin du roi au Muséum national d'histoire naturelle, avec les grands noms français, les Cuvier, les Lamarck, les Chevreul, les frères Jussieu, Bernardin de Saint-Pierre, tout ça à la même époque, tout ça juste après Buffon, hein, jusqu'à des époques plus récentes que vous connaissez. Donc, stratégie nationale pour la biodiversité. Donc, le ministère, maintenant, reconnaît officiellement qu'il va s'appuyer sur ces sciences participatives. Du terrain. Hier, je ne sais plus, quelqu'un a dit l'écologie du terrain. Évidemment, l'écologie sans terrain n'a aucun sens. Donc, du terrain, des jeunes, pas que des vieux édentés, hein, qui sont les spécialistes de systématique, beaucoup de jeunes, et ça, on le lance effectivement au niveau des universités. Là, par exemple, c'est un stage que j'organise tous les ans, au début du mois de juillet, sur l'histoire de la mise en place des Pyrénées et de l'entomofaune des Pyrénées. Comment les insectes des Pyrénées qu'on trouve aujourd'hui sont liés à l'histoire géologique de la région. Et après, on passe au labo et on forme ces jeunes, ou moins jeunes, bien sûr, à la systématique, à l'évolution. En fait, la conclusion de la science participative, c'est eux sont partout et tout le temps. Ce que moi, je ne peux pas faire. Moi, j'ai 1000 chercheurs au muséum. En papillons, je viens de perdre mon dernier spécialiste des papillons au muséum de Paris. On a la seule collection au monde exhaustive de tous les papillons du monde. Eh bien, mon dernier spécialiste papillon, il part en retraite et je n'ai pas de boulot pour un jeune. Donc, heureusement, j'ai un tas de lépidoptéristes amateurs qui vont continuer à regarder un petit peu l'aspect particulier. Exemple très varié, donc on est parti avec les bagueurs d'oiseaux. Ça a très bien marché au début. Ça a 30 ans, hein, c'est le plus ancien système qu'on ait en France. Le stock, c'est le suivi temporel des oiseaux communs qui marche très très bien. Donc on a 29 ans d'observation aujourd'hui. Et depuis, on a lancé les escargots, les papillons. Spipol marche très bien. Ce sont les insectes pollinisateurs. De la phénologie, j'évoquais, et des inventaires. Donc là, je passe sur les grandes organisations en France qui nous aident, hein, la SEPNB, la LPO, etc. On essaie de typer ces activités participatives. Ce n'est pas si simple que ça. Alors, Véginature est le principal système qu'on a lancé. C'est à peu près 15 000 personnes aujourd'hui dans toute la France. Et également, j'insiste là-dessus, Outre-mer. Je suis un farouche défenseur de ce qu'on se fait. La France oublie son Outre-mer. On a parlé de la Réunion, on parle de la Guyane, on parle de la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'y vais très souvent. Je suis fanat de la Calédonie et de la Guyane, parce que vous avez soit de très grands territoires sans personne, soit de tout petits territoires avec trop de monde. La Martinique, par exemple, ou la Guadeloupe. Donc vous avez la Guyane et la Calédonie d'un côté, et vous avez les territoires extrêmement petits, mais hyper peuplés, des Antilles ou de la Réunion de l'autre. Et là, la France... Ça permet à la France d'avoir quand même la deuxième souveraineté mondiale sur les océans aujourd'hui. Donc ça marche très bien et on travaille beaucoup avec eux. Alors, il faut un caractère scientifique, sinon on ne parle pas de sciences participatives. Il faut gérer la compétence scientifique, effectivement, en les formant au départ. La loi des grands nombres nous permet d'évacuer des données qui sont complètement aberrantes. Il faut une forte animation, il faut une diversité des partenaires et surtout, ça demande un gros travail aujourd'hui de base de données que seul un grand organisme peut gérer à travers le ministère. Il faut de l'argent aujourd'hui pour archiver, synthétiser, retransmettre ces données. Donc les limites, c'est les groupes taxonomiques. On a des groupes où on ne trouvera jamais personne. Il n'y a pas d'amateurs sur les bactéries. Hein, donc ça passe par des méthodes de laboratoire, évidemment. Ça, c'est absolument essentiel. Un vertébré marin, c'est compliqué. La grande canopée tropicale, il faut des radiodécimes. Ce n'est pas à la portée de l'amateur. Les grands fonds océaniques. Quand je suis dans le Nautile, à 4000 mètres de fond, à ramasser de la faune hydrothermale, ce n'est pas à la portée non plus, bien sûr, c'est de l'amateur. Par contre, un amateur peut se spécialiser après et déterminer des espèces par la suite. Bien sûr, les nouvelles techniques de taxinomie. On n'est plus uniquement à compter des poils ou des dépressions dans la 4e artèque de l'antenne de la bestiole. On fait beaucoup de moléculaires aujourd'hui, ça aussi.
Se heurter aux collègues qui, effectivement, nous disent « Moi, je suis un scientifique dans ma tour d'ivoire, je n'ai rien à voir avec les amateurs. » Et j'ai eu un jour un courrier où des collègues belges me disaient « Monsieur Gilbeuf, depuis que vous êtes au muséum, vous vous permettez de faire de la pseudo-science. » Parce qu'on avait lancé ce people. On avait lancé ces gamins avec un appareil photo devant une fleur pendant 20 minutes. Et maintenant, au bout de 3 ans que ça marche, c'est super intéressant. On vient de faire un PLOS Biology, c'est quand même pas mal, grâce aux données de ce people en France récemment. Donc j'ai renvoyé ce courrier à mes collègues entomologues belges en disant « Regardez, je sais pas, j'ai rien dit, j'ai dit « Venez avec nous ». Parce qu'effectivement, en France, il y a au moins 1200 espèces qui pollinisent. Alors c'est plus compliqué que 100 oiseaux ou 25 papillons communs. Donc ça, il faut reprendre ceci, il faut retravailler dessus. Le mécénat est très important. Et on se rend compte que l'État, l'université ou le muséum sont en concurrence avec les guichets des amateurs. Pas simple. Récemment, avec une ONG française, ils se sont fait payer un radodécime qui va être utilisé 15 jours par an, qui va vieillir dans un coin. Donc ça veut dire que dès le départ, dès que le protocole est lancé, on se met d'accord sur la recherche d'argent et de mécénat dont on aura besoin pour faire ça. C'est important. Saturation des acteurs, charte de bonne conduite, c'est important. Et surtout, ça nous permet, vis-à-vis de ces amateurs, de leur redonner une image des biodiversités. Leur expliquer que c'est surtout pas ce que je disais hier soir, des catalogues d'espèces. C'est beaucoup plus subtil et complexe que cela. Je vais terminer. Oui, c'est bon. Alors maintenant, en France, on a créé des systèmes qui sont l'INPN, Inventaire national du patrimoine naturel, le SINP, le système d'information sur la nature et les paysages, et le SPN, c'est un fragment du muséum, c'est 300 personnes, service du patrimoine naturel, qui joue le rôle d'expertise pour l'État. Le muséum, c'est 1000 avis par an pour l'État français. Donc 3 par jour. Qu'est-ce qui va se passer si l'autoroute 22 passe dans la forêt 36? Qu'est-ce qui se passe si j'étends le port du Havre? Qu'est-ce qui se passe si j'abîme mes posidonies chez moi à Banyuls? Ou si en Corse, je permets effectivement une nouvelle station d'aquaculture ou de prélèvement d'eau? Ça, c'est un travail constant d'écologues qui s'appuie sur des recherches très fondamentales de l'établissement pour continuer à être pertinent. Je ne suis pas contre le fait qu'un scientifique joue un rôle d'expert, à une condition, c'est fugace. Il ne devient pas un expert du tribunal. Il peut être expert quelque temps, mais il revient rapidement au labo pour, dans 4 ou 5 ans, continuer à être pertinent pour l'État en gardant cette relation intime avec la science classique. Donc, et maintenant, dans le cadre de l'Agence pour la biodiversité, effectivement, ça pose pas mal de questions. Donc, autre forme de diversité, c'est indispensable pour certains aspects. Par contre, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Hein. Il y a plein d'aspects que le participatif ne peut absolument pas aborder. Il faut en être conscient dès le départ. Et surtout, je termine là-dessus, la seule façon, séduire, c'est facile. Je peux vous séduire. Le problème, c'est comment je vous garde fidèle pour vous. C'est ça la vraie question, avec moi. Comment vous continuez à travailler ensemble? Dans les couples, c'est connu, hein. Séduire, c'est pas trop difficile. Après, il faut garder le partenaire. C'est pareil avec les participatifs. Hein. Aller le chercher, l'écouter, répondre à sa demande ou le solliciter, ça va. Comment vous le gardez? Je prends Tella Botanica en France, qui marche très bien. 15 000 participatifs au niveau de l'association. Ceux qui font les plus belles cartographies de plantes aujourd'hui en France. Hein. Ils sont très pointus, ça marche très bien. 2 inscriptions par jour, 3 désinscriptions par semaine. Donc ça veut dire qu'on est sur un système qui bouge. On regarde l'anthropologie, hein. C'est très beau, tout nouveau, tout beau au début, puis après on en a marre, on arrête. Comment on garde sur les 50 000 personnes de la LPO, 1000 qui tous les jours écoutent, on regarde des oiseaux. Ça c'est important. Et pour ça, la restitution, c'est ma dernière image. C'était la conclusion du document de Végénature que j'avais rédigé il y a quelques semaines. Hein. Le but essentiel de la participation, il est double. D'abord, avoir accès à des données en fait, qu'on ne pourrait pas avoir parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux et suffisamment organisés. Deuxièmement, développer un outil de sensibilisation du public qui va nous permettre de changer le regard sur la nature et sur les biodiversités pour qu'ils comprennent que ce n'est pas uniquement ces catalogues. Et croyez-moi que le participatif qui passe tous ces week-ends à regarder des limaces ou des oiseaux, si son député commence à toucher à la forêt du coin ou fait passer l'autoroute là où il ne faut pas, il va bouger. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose d'extrêmement mouvant auquel je crois beaucoup aujourd'hui. On ne peut pas tout y faire, hein, mais je pense que c'est un des aspects essentiels de la recherche aujourd'hui sur ces questions d'écologie et de biodiversité. Voilà, je vous remercie pour respecter mon temps. Alors, on les retrouve partout, ces universitaires, mais quels universitaires retrouve-t-on? Okay. La première chose à observer, bien sûr, c'est une sous-représentation des sciences sociales, okay, qui sont des sciences sociales de service, c'est-à-dire qu'on a besoin comme on a le token québécois à Ottawa, quelquefois, on a le token social scientist dans ces organisations. Donc, sous-représentation des sciences sociales, on pourrait
examiner la composition des organes subsidiaires scientifiques, et ça le démontrerait. Je prendrai l'exemple de Diversitas, qui est une organisation que je connais bien. Quels universitaires retrouve-t-on? Eh bien, depuis la création de Diversitas, qui est un réseau international de promotion de programmes sur la biodiversité, disons, sur les 30 membres de Diversitas, il y en a 6 qui provenaient des sciences sociales. Je prends l'exemple de l'IBES, du Multidisciplinary Expert Panel de l'IBES, qui est la commission scientifique de l'IBES, qui vient d'être créée en mars dernier, sur 25 membres. Et on parle de biodiversité ici, on ne parle pas de biologie. Okay. Sur 25 membres, il y a 2 membres qui viennent de sciences sociales. Okay. Alors, il est évident que pour un politologue, la biodiversité est trop importante pour être laissée aux biologistes et aux économistes. On a une sous-représentation des sciences sociales, mais au sein des sciences sociales, une sous-représentation des disciplines. À Diversitas, sur 6 sciences sociales dans son histoire, il y avait 3 économistes, un géographe, un sociologue et un politologue. Okay. La situation est pire pour l'IBES, pour le MEP, le Multidisciplinary Expert Panel. Les sciences sociales, 2 sur 25, sont représentées par 2 économistes. Pas d'anthropologue, pas de politologue, pas de sociologue, et les économistes parlent pour toutes les sciences sociales, comme Sophie Godefroy le mentionnait. C'est très courant. D'ailleurs, l'économie n'est même plus une science sociale. Mes collègues de Diversitas font la différence et disent bon, il y a les sciences dures, les économistes et les sciences sociales. Ensuite, il y a on les retrouve où qui retrouve-t-on? De quelle partie du monde proviennent-ils? Eh bien, cet éventail géographique est très contesté. Le problème a toujours été la sous-représentation des Suds. Okay. C'est aussi bien au sein du protocole de Montréal sur l'ozone, aussi bien au sein du GIEC, du moins au début du GIEC. De nombreux pays, particulièrement en développement, n'ont pas confiance dans les évaluations auxquelles leurs scientifiques et décideurs n'ont pas participé. Donc il y a un problème de légitimité et de crédibilité. Okay. Dans le Global Biodiversity Assessment, la participation relativement plus faible des scientifiques du Sud en a limité la pertinence auprès des chercheurs indiens, par exemple, notamment en ce qui concerne les aspects plus socio-économiques des questions abordées. Okay. Alors les solutions ne sont pas évidentes. Le Multidisciplinary Expert Panel, 25 personnes divisées par les régions géographiques de l'ONU. Mais l'expertise est surtout concentrée dans une région qui est Western European and Other States, okay. Donc de l'Amérique du Nord et toute l'Europe, occidentale du moins, et jusqu'à l'Australie. Okay. Bon, il ne pouvait y avoir que 5 représentants, autant que l'Afrique, autant que l'Amérique du Sud, autant que l'Europe de l'Est, etc. Donc le problème, en fin de compte, c'est qui contrôle la connaissance légitime. Okay. Quelle discipline contrôle cette connaissance et quel disons, expert de quelle région géographique. Alors passons à la transformation du rôle des universitaires. Ils sont généralement appelés à jouer 4 fonctions. Il y a une fonction de sensibilisation et de mise à l'ordre du jour des problèmes. Un problème n'existe pas s'il n'est pas mis à l'ordre du jour politique. Okay. Par exemple, n'importe quel problème, la question de la biodiversité. Si vous me dites que la biodiversité de telle espèce ou la diversité de telle espèce ou de tel écosystème est en chute libre, so what? Okay. Ça n'existe pas comme problème à moins qu'il soit à l'ordre du jour politique. C'est-à-dire, eh bien, faut-il faire quelque chose? Okay. Ils sont utilisés ou ils sont appelés à jouer une fonction de cadrage, framing issues, c'est-à-dire de définir le problème. C'est un peu la fonction qu'a joué l'Arctic Monitoring and Assessment Program pour nous, par exemple. Un rôle de conseil, speak truth to power, okay. Donc à travers des groupes d'experts ad hoc. Et puis un rôle de réorientation des politiques. Je prends la Stern Review, par exemple, pour le climat, où on change carrément la définition du problème et on dit, bien, en termes économiques, cela a un sens de prendre des mesures d'atténuation des émissions de gaz carboniques. Okay. Le Millennium Ecosystem Assessment a fait exactement la même chose en essayant de promouvoir le concept de biens et services écosystémiques. Okay. Mais on en trouve 2 modèles. Alors, il y a 2 modèles en présence, un modèle linéaire et un modèle plutôt collaboratif. Le modèle linéaire, c'est le modèle traditionnel qu'on a tous en tête, disons l'idéal type, du moins des scientifiques.
qui accorde un rôle privilégié à la science objective, possédant l'autorité morale de parler vrai, speak truth to power. La science précède la définition des problèmes et des solutions. La science est consensuelle, neutre, universelle, tandis que la politique, c'est sale la politique, c'est conflictuel, c'est partial, c'est contextuel. Il existe une stricte division du travail entre les scientifiques qui fournissent et les décideurs qui consomment les connaissances. Et quand il y a des problèmes de gouvernance, c'est que les politiques ont interféré dans tout cela. Et ce modèle, bien sûr, est largement, il est très courant, je le stéréotype, mais il est très, très courant. Et ce modèle est largement remis en question, où on accorde un nouveau rôle aux universitaires ou aux experts en général, sur la base d'un modèle plutôt collaboratif d'interaction entre sciences et politique, qui insiste sur le fait que des accords, par exemple en sciences de l'environnement, et c'est surtout dans l'étude des négociations internationales sur l'environnement qui a incité cette réflexion, les accords, on voit, ont précédé la science. On s'est entendu, par exemple, pour limiter les émissions de chlorofluorocarbone avant d'avoir la science qui reliait directement les émissions de chlorofluorocarbone à la réduction de la couche d'ozone. Okay. Il y avait des modèles, oui, des modèles chimiques et mathématiques, mais il n'y avait pas de preuves. Okay. Et la science, et qui insiste aussi sur le fait que la science co-évolue avec le politique. Alors je voulais l'illustrer de trois manières, justement en reprenant certains postulats de Libbes. Okay. Le premier postulat de Libbes et de nombreux biologistes qui étaient derrière cette initiative, c'était que le problème, c'était l'éloignement du politique. Si seulement les décideurs avaient accès aux connaissances, okay, eh bien ils verraient la lumière, ils prendraient les bonnes décisions. Okay. Donc le problème, c'était simplement de leur fournir des bonnes connaissances, okay, définies par, dans ce cas-là, essentiellement des biologistes. Okay. Donc le problème, c'est que les décideurs n'ont pas accès aux connaissances. Mais en fait, les connaissances ne suffisent pas. Okay. Il faut des courtiers, ce qu'on appelait souvent des communautés épistémiques, qui traduisent peut-être ces connaissances en options politiques qui peuvent être examinées par les décideurs, okay, ou qui choisissent, qui sélectionnent sur les bases pas toujours très claires, okay, quelles connaissances devraient être fournies aux décideurs. Et puis l'information doit être crédible, pertinente et légitime. Okay. Et la question de l'information pertinente, crédible et légitime, on la retrouve partout dans les textes de Libbes, elle n'y est pas par hasard, et elle est tirée de travaux de synthèse sur les facteurs qui conditionnent l'impact des évaluations globales. Okay. Alors, d'autre part, l'origine des connaissances importe. Ce n'est pas simplement son contenu. Okay. Qui porte cette connaissance est très important. Okay. Les gouvernements continuent de s'en remettre largement au conseil de leurs propres scientifiques. C'était le cas de Margaret Thatcher quand on lui disait qu'il fallait réduire les émissions de chlorofluorocarbone. Et Margaret Thatcher, à l'époque, pensait que c'était un complot américain jusqu'à ce que les scientifiques anglais lui disent « Oui, mais Madame Prime Minister, c'est un problème. Okay. » Et là, elle a changé son discours, disons. Les scientifiques, le gouvernement indien a la même attitude. Okay. Et avec raison, et j'y reviendrai. Et puis, il y a la question de l'indépendance. On parle pourquoi. Et Libbes doit être, sur papier du moins, un groupe intergouvernemental indépendant. Okay. Il ne l'est pas indépendant, mais bon. Alors, c'est vrai qu'il y a un débat. Il y a un débat, des recherches en politique comparée, en relations internationales, en politique publique, en théorie de la démocratie, suggèrent que l'influence des scientifiques repose sur l'indépendance du politique. Mais quand on regarde les questions environnementales et de biodiversité aussi, des études de cas suggèrent le contraire. Okay. Qu'en fin de compte, il y a un impact quand justement ces études et ces panels sont plus proches du politique et répondent à leurs besoins. Okay. Donc, là, dans ce cas-là, il y a un débat, mais c'est peut-être assez facile de le résoudre, si vous voulez. Tout dépend sans doute d'une autre variable, c'est la nature du problème, par exemple, l'incertitude scientifique, l'existence de conflits sur les valeurs, etc. Okay. Alors, je vais faire comme un de mes collègues qui est arrivé au milieu de sa présentation, dit « en conclusion ». Okay, et puis continue. Non, je suis pas au milieu. Alors, que veut dire indépendance ? L'indépendance est suspecte pour les pays si la composition des organes scientifiques est biaisée. Ce qui va en sortir sera biaisé. Okay.
Le GIEC, par exemple, donc sur le climat, privilégie l'atténuation à l'adaptation. Okay. Il ne différencie pas entre sources d'émissions. Et pourtant, on sait très bien des pamphlets classiques de chercheurs indiens qui disent quand même, mais les émissions d'une rizière ne sont pas comparables aux émissions d'un hammer en Amérique du Nord. Et pourtant, vous mettez tout dans le même sac et vous dites qu'il faut tout réduire. Okay. Donc les conséquences que vous tirez d'un simple graphique, par exemple, qui montre une augmentation des émissions, ne sont pas évidentes. Okay. Sur l'eau, il y a un biais en faveur des conflits. Éviter les conflits sur l'eau, il n'y en a pas, mais ce n'est pas grave. Éviter les conflits sur l'eau, et on oublie toutes les questions d'assainissement, par exemple, qui sont quand même plus importantes pour la plupart des pays en développement. La question de la désertification, on insiste sur les variables locales, et on oublie beaucoup les variables internationales, okay, qui peuvent conditionner, là aussi, les comportements locaux. Okay. Il y a l'autre question de savoir si on peut séparer science et politique. Okay, dans des domaines qui sont caractérisés par une forte incertitude et des forts conflits sur les valeurs. Et la biodiversité, c'est ce domaine-là. D'ailleurs, c'est parce que justement le problème était considéré comme un problème de réconciliation de valeurs différentes que beaucoup de gouvernements étaient opposés à la création de l'IPBES. Ils disaient, ce n'est pas un problème scientifique, c'est un problème de valeurs. Okay, et ça ne peut pas être résolu par des évaluations scientifiques. La question des OGM a montré que ce qui constitue une science crédible demeure contesté. Okay. Et l'acceptation de la science dans le cadre du protocole de Cartagena, qui régularisait ou réglementait le transfert des organismes génétiquement modifiés, cette acceptabilité a été plus grande quand elle fut négociée multilatéralement, quand la science fut négociée multilatéralement, quand elle fut sensible aux différentes priorités politiques. Alors on n'a pas défini ce que voulait dire, par exemple, novelty ou modern biotechnology. On le laisse de côté, ça permet un accord. Et ça a vraiment choqué, je me souviens, Didier, au tout début, à la première réunion de l'IMOCEB, où j'avais fait une présentation sur sciences et politique, et j'avais vraiment choqué mes collègues, je n'avais pas choqué Didier, il a l'habitude, scientifiques, quand je leur disais, vous savez, quelquefois, ça dépend ce que vous voulez. Vous voulez une plus grande coopération internationale dans ce domaine, ou vous voulez de plus grandes connaissances. Et quelquefois, plus vous avez de connaissances, plus il est difficile de coopérer, de s'entendre. Si vous savez qui sont les pollueurs et qui sont les victimes, eh bien, pourquoi les victimes devraient faire des concessions aux pollueurs pour arriver à un accord, par exemple. Okay. Donc, plus on en sait n'est pas nécessairement une bonne chose si c'est la coopération internationale qui vous intéresse. Alors, une deuxième prémisse porte sur les vertus du multi-stakeholder. Okay. On a en relation internationale, dans le domaine de la biodiversité, une multitude d'acteurs légitimes. Okay. Des scientifiques, le monde des affaires, les populations indigènes, des personnalités comme Nicolas Hulot ou Jacques Cousteau autrefois, chacun cherchant à imposer sa définition du problème, c'est le framing, imposer ses solutions préférées. Okay. Et leur participation et les connaissances qu'ils amènent sont maintenant jugées toutes légitimes. Et donc on a le développement d'un modèle collaboratif d'interaction entre science et politique qui s'oppose à ce modèle linéaire que je mentionnais auparavant, qui soutient la nécessité d'une approche procédurale du développement des connaissances utiles en incluant une multitude de disciplines et de parties prenantes. Le Millennium Ecosystem Assessment en a été une illustration. Il contenait un mécanisme d'inclusion de savoirs autochtones et de pratiques et de prise en compte des phénomènes d'échelle. Je ne parle pas des méthodes et de la représentativité des autochtones, mais en tout cas, l'idée fondamentale était là. Et ça permet dans l'idéal, ça permettrait de développer une compréhension partagée de la nature et du fonctionnement de systèmes essentiellement complexes. Donc une co-construction de savoir. Okay. Et l'IPBES a tiré les leçons du GIEC à cet égard. L'IPBES veut inclure des ONG, des populations locales qui devraient être représentées. Elles ne le sont pas dans la commission scientifique, dans le Multidisciplinary Expert Panel. On ne sait pas trop comment le faire, on va créer des panels parallèles, il y a des ateliers ad hoc qui sont en préparation, il y en aura un sur les savoirs indigènes, je pense, en juin, etc. Bon, c'est une question difficile, parce que comment réconcilier, en fait, les perspectives, les préoccupations des universitaires qui se basent sur des connaissances d'abord, des populations locales ou des groupes indigènes qui sont essentiellement mus par un projet politique, reconnaissance de leurs droits et affirmation de leurs droits, les ONG qui sont essentiellement mus par des valeurs, et tout ça doit être réconcilié dans cet organisme qui s'appelle l'IPBES.
Ne pas oublier, j'oublie de cliquer, ne pas oublier que quand on élargit le nombre d'acteurs, on accroît d'abord la latitude des politiques et des organisations intergouvernementales. Le secrétariat de l'IBES peut choisir et peut orienter les débats vers dans une certaine direction en fonction de qui est inclus ou qui est exclu, par exemple. Et ne pas oublier non plus que la participation ne garantit pas la protection. Je sais que j'ai une minute. Rapidement, la troisième prémisse sur l'unité de la science, simplement pour rappeler que la science est une entreprise politique, que la science, ce sont d'abord des scientifiques, et que ces scientifiques ont des intérêts, des valeurs, des préoccupations à défendre. Okay. Et la théorie des communautés épistémiques présente les scientifiques comme des acteurs politiques mus par des convictions et à la poursuite d'une entreprise politique. L'IBES est le produit de réseaux. L'écologie économique, l'ICSU, les Diversitas, les organisations intergouvernementales et les AME, le monde du développement. Okay. Et l'IBES correspond aussi à la victoire d'un discours qui redéfinit le problème de biodiversité en termes de biens et services écosystémiques, largement. Okay, disons. Okay. Donc, le produit affirme ou renforce la domination ou la prééminence de certains sous-champs disciplinaires. C'est bien pour ça qu'on a vu que les spécialistes de la conservation ne se retrouvaient pas tellement dans l'IBES et dans toutes les questions de services écosystémiques, par exemple. Okay. Les évaluations elles-mêmes sont des projets politiques. Okay. Certaines évaluations reflètent le souci de comités de chercheurs de renforcer leur influence, non seulement en tant que scientifiques, mais par rapport à d'autres communautés disciplinaires, par exemple. Et je ne m'y attendrai pas. Donc, je pense qu'il est utile de revenir là-dessus avec le prisme de concept de pouvoir également. Alors, en conclusion, sur le rôle des universitaires, on a un nouveau modèle. La gouvernance internationale de la biodiversité, comme la gouvernance internationale de l'environnement en général, voit une politisation croissante de la science par rapport aux politiques. Ce n'est pas une mauvaise chose. Okay. On a une dialectique. L'action politique repose en partie sur le savoir scientifique, mais la production de ce savoir dépend aussi du contexte politique. Alors, quels sont les différents rôles que l'on a vus? Un rôle de mise à l'ordre du jour, une dialectique avec le politique sur l'objet de la recherche. Okay. Et on doit se souvenir que la politique commence par la définition des problèmes. On ne peut pas laisser aux seuls biologistes ou anthropologues le soin de définir quel est le problème. Okay. Cette définition doit être collective. Une définition, un rôle de conseil, speak truth to power, on a vu les limites de ce rôle. Un rôle de sensibilisation, ce que j'appellerais speak truth to society. À mon avis, les scientifiques ne doivent pas abandonner le terrain aux militants des ONG d'un côté et à l'industrie de l'autre. Okay. Ils ont un rôle à jouer qui est distinct et ils devraient s'engager dans le débat. Okay. Ça se fait dans toutes les interfaces politiques, mais ils doivent communiquer. Et ils doivent aussi communiquer sur leurs postulats, leurs prémices, okay, leurs choix et leurs incertitudes. Le problème, c'est que plus, en tant que scientifique, vous aurez tendance à insister sur vos incertitudes, mais ce n'est pas très porteur sur le plan politique. Il faut affirmer. Et vous êtes obligé d'affirmer d'aller au-delà de ce que votre honnêteté intellectuelle vous permettrait de le faire. Et c'est un grand dilemme. Par exemple, on a ce devoir d'honnêteté intellectuelle d'un côté et le souci de promotion de la biodiversité. Okay. L'universitaire doit-il se taire si des négociations vont dans le bon sens d'une protection de la biodiversité, même si ces négociations sont basées sur des faussetés? Je vous laisse ce dilemme. Hein. Les universitaires sont des acteurs parmi d'autres, ils n'ont plus une place privilégiée, et l'IBES transforme le rôle des universitaires en une source de connaissances parmi d'autres, et verra aussi, là aussi, il sera un lieu où les batailles politiques se joueront sous le couvert de la science. Très rapidement, deux autres rôles. Le rôle de l'instrumentalisation des scientifiques, c'est classique. Je citerai simplement Isabelle Stengers qui dit « Toi qui as le pouvoir de convoquer les experts, comme l'IBES, les secrétariats de conventions, etc. Montre-moi quels experts tu réunis et je te dirai comment tu entends poser le problème et quel type de réponse tu cherches à obtenir. » Bon, c'est tout simple, et c'est tout à fait ça. Et enfin, je mentionnerai un dernier rôle, qui est celui de la coordination entre régimes, parce que les spécialistes des relations internationales de l'environnement se préoccupent beaucoup des relations entre différents régimes,
qui est donc de différents, disons, accords internationaux, porteurs de différentes valeurs, de méthodes, de conception, etc. Comparer la CITES, par exemple, à la CDB. La CITES qui est centrée sur les espèces, la CDB qui est centrée sur les écosystèmes, par exemple. Okay. Et quelles sont les relations, comment réconcilier des approches différentes et des valeurs différentes contenues dans ces instruments internationaux est une question traditionnelle. Et les universitaires peuvent jouer un rôle de passeur. L'IBES a ceci d'intéressant et de compliqué qu'il doit servir plusieurs conventions. Pas simplement la Convention sur la diversité biologique, mais toutes les conventions internationales, ou les principales, qui s'intéressent aux vivants. Donc, celle sur le patrimoine mondial, la CITES, Ramsar sur les zones humides, etc., qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs, les mêmes outils, les mêmes préoccupations, etc. Et justement, en ce moment, un des grands débats, c'est qu'est-ce que devrait étudier l'IBES ou qu'est-ce que devrait faire l'IBES. Et là aussi, on voit ce lien et cette compétition entre différentes disciplines qui cherchent à imposer leur propre problème comme étant un problème universel. Donc c'est un rôle, à mon avis, important que l'IBES pourrait jouer et que les universitaires peuvent jouer, tout en gardant à l'esprit que les différentes conventions sont aussi très souvent capturées par différentes communautés disciplinaires. Merci. Malgré tous les efforts qui ont été faits pour diminuer la perte de diversité biologique à l'échelle mondiale, les indicateurs sont au rouge. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire, on a des centaines de traités, d'immenses ressources humaines qui y sont consacrées, toutes ces négociations qui coûtent des fortunes aux contribuables, etc., etc. Il subsiste un fossé immense entre la densité des mécanismes de gouvernance et les effets de cette gouvernance, les résultats obtenus. Pourquoi ces mécanismes sont-ils inefficaces? On peut identifier diverses causes. Parmi elles, je me centrerai essentiellement sur la façon dont on voit la nature ou le monde, la vision du monde et de la nature. Un peu, on a déjà eu un petit aperçu de cette question, et en particulier dans les sciences en tant que discipline. Donc, il me semble, et ça, c'est peut-être mon message, que l'interdisciplinarité est un premier pas pour rendre au monde sa complexité et dépasser les limites actuelles de la gouvernance. Un premier problème est un peu la compartimentation du monde en fonction des disciplines. Je ne vais pas m'étendre très longtemps, juste j'ai fait une petite échelle comme ça où j'ai situé la monodisciplinarité, la pluridisciplinarité, la disciplinarité ou transdisciplinarité selon les définitions. Par exemple, si vous prenez Morin ou Nicolescu, on est dans la disciplinarité et la transdisciplinarité au sens germanique, en détaillant la monodisciplinarité. Je pense que vous êtes tous familiers. La pluridisciplinarité suppose que l'on ait un objet et que l'on pose des regards disciplinaires en commun sur un objet qui est fragmenté et découpé, chacun posant son regard spécifique avec ses propres méthodologies, sa propre ontologie, sa propre épistémologie. L'interdisciplinarité suppose effectivement que l'on aurait une redéfinition de l'objet, des concepts, des méthodes et de l'épistémologie en commun, c'est-à-dire au moins un dialogue et au moins une discussion. La disciplinarité suppose l'effacement des frontières entre les disciplines, c'est un peu philosophique à mon sens, et la transdisciplinarité suppose, au sens germanique, c'est-à-dire des travaux qui se font en Suisse, en Allemagne, etc., suppose que l'on intègre les personnes concernées dans la façon de définir le problème, l'objet, les concepts, les méthodes et ce qu'on fait avec tout ça. Voilà. Donc je me situe dans l'interdisciplinarité dans cette échelle. Vous voyez, je ne confonds pas les choses. Et il me semble que cette spécialisation disciplinaire
a eu tendance à se renforcer. Ça a été extrêmement fécond par le passé, mais aujourd'hui, cette division des disciplines risque de constituer toujours plus un obstacle à la connaissance, en particulier celle d'objets ou de situations qui sont complexes. Et la biodiversité est un de ces objets complexes. Pour les raisons dont je viens de parler, c'est aussi un objet qui est propice au dépassement des frontières disciplinaires. On ne peut en effet réguler les actions humaines, puisque c'est un problème social, ayant un impact sur la diversité biologique, qu'en connaissant à la fois les sociétés, les flux naturels, les écosystèmes, les espèces, donc dans une démarche qui soit interdisciplinaire. Mais l'interdisciplinarité s'élabore avec volonté et patience, et la première étape est probablement de dépasser l'illusion de l'unité disciplinaire. Je vous l'ai dit en introduction, j'ai été formé ici à l'Université Laval en sciences politiques, jusqu'à la maîtrise. Et si vous voulez, un problème qui m'a toujours travaillé à propos de la science politique comme discipline est un peu le grand écart que l'on y observe. Et ce grand écart, il se manifeste quelque part. Vous avez des gens qui travaillent avec un paradigme quantitatif, qui est représenté ici par la théorie des jeux, mais ça pourrait être d'autres choses, dans lequel on tente d'expliquer un phénomène par un modèle formalisé, que j'interprète comme une volonté de se rapprocher de l'idéal positiviste d'une science qui serait décontextualisée, détachée des valeurs par la découverte des invariants de la mécanique sociale. Et à l'opposé, l'histoire, ou d'autres, qui relèvent du paradigme interprétatif, où le travail de connaissance porte sur la compréhension, au sens weberien, d'un phénomène et son interprétation par sa contextualisation, par sa mise en contexte. En réalité, la science politique constitue ce que j'appellerais une discipline carrefour. Et c'est en partie ce qui explique qu'elle ne peut pas être hégémonique, contrairement à d'autres disciplines sociales sur lesquelles je vais revenir largement. Personnellement, depuis mes travaux à Madagascar, c'était l'équipe de recherche à Madagascar, entre 1994 et 2002, je dis 1994 à dessein, je suis bilingue, 1994, il m'apparaît totalement artificiel, irréaliste et contre-productif d'appréhender un objet complexe tel la biodiversité à partir d'une seule discipline. Depuis sa mise en régulation à Rio, donc, la biodiversité est elle-même devenue un objet hybride dans lequel une multitude d'acteurs de provenance, d'échelles, de niveaux, de disciplines différentes agissent. Et je ferai mienne cette sentence de Pascal: je tiens pour impossible de connaître le tout si je ne connais les parties, ni de connaître les parties si je ne connais le tout. Mon approche personnelle par rapport, c'est à peine lisible sur mon écran, c'est bien mieux, mon approche personnelle par rapport à ça a été de m'approcher toujours plus on pourrait la qualifier justement d'une discipline hybride qui est l'écologie politique. Donc, et ça, c'est, si vous voulez, c'est une réflexion, c'est des années de réflexion à partir justement de ce travail sur les frontières où on observe systématiquement, ce sont des critiques connues, que dans les approches dominantes et en écologie politique, on voit les choses complètement différentes. Petite parenthèse sur l'écologie politique, en France, par exemple, on définit l'écologie politique comme étant l'insertion des partis verts dans la politique. Ici, il ne s'agit pas de ça du tout. C'est pour cela que, généralement, quand on parle d'écologie politique en France, on l'appelle political ecology. On utilise le terme anglo-saxon. Moi, je n'ai pas de scrupule à utiliser écologie politique, puisque en Suisse, on n'a pas le même débat. Pas du tout.
Donc, une emphase sur les causes immédiates, généralement. Par exemple, prenez le cas de la déforestation. La déforestation est souvent identifiée, par exemple à Madagascar, comme étant causée par les populations locales qui font de l'écobuage ou qui coupent la forêt pour pouvoir faire sécher, planter ensuite, et qui se déplacent comme ça. Donc, une agriculture itinérante. C'est la cause immédiate. C'est une des causes immédiates. Si on regarde les causes profondes, on comprend que c'est l'ensemble des conditions qui font que ces gens sont marginalisés et n'ont pas d'alternative, mais c'est une chose qu'il faut expliquer, la raison pour laquelle ils sont obligés de couper la forêt de cette façon-là, etc. Ici, on a une perspective qui est apolitique. Ce sont toujours des analyses techniques, des conditions techniques. Par exemple, sur la désertification. Traditionnellement, c'est ce modèle IPAT. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais ce sont des modèles desquels on enlève la politique, le problème politique, les rapports de pouvoir. Ici, on les réintroduit. On réintroduit le pouvoir. Tout environnement est politisé. Tout environnement, tout ce qui nous entoure est le produit d'un rapport politique. L'université ne pourrait pas exister, cette salle ne pourrait pas exister sans rapport politique. Je vais très vite. Les paysages sont construits politiquement et pour cela, on doit avoir une perspective multiniveau. C'est-à-dire, il faut, et ça c'est une leçon, une leçon qui m'a été donnée justement à Madagascar. On a fait des travaux sur des aires protégées, en particulier dans le nord de Madagascar. On ne peut comprendre ce qui se passe dans une aire protégée sans comprendre ce qui se passe au niveau national. Pourquoi les agents du gouvernement cherchent des projets, cherchent de l'argent pour la conservation? Évidemment parce qu'ils en vivent, mais aussi parce qu'on leur offre cet argent. Pourquoi est-ce qu'on leur offre cet argent? Il faut aller au niveau international pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je dis ça comme ça et ça demande une énorme analyse, etc. Perspective ahistorique et incrémentale, c'est-à-dire par petits pas, au lieu d'une perspective qui regarde l'histoire sur un temps long, par exemple dans ce cas-là la colonisation. On sait qu'à Madagascar, mais ce n'est qu'un exemple, la plupart de la forêt a été déboisée sous la colonie pour soit faire place à des cultures de rente, soit mettre du bois dans le train que les Français avaient construit. Des modèles uniformes, et en particulier le modèle économique, mais d'autres modèles, je vais venir là-dessus, variété des explications, domination de l'économie, je vais revenir là-dessus, interdisciplinarité, géographie, anthropologie, sciences politiques, sociologie, économie. Les apports des différentes disciplines sont les bienvenus dans l'écologie politique, etc. Déterminisme et essentialisme, par exemple, les pauvres dégradent, mais la pauvreté est quelque chose de naturel, il y aura toujours des pauvres, on ne peut rien y faire. Mais ici, on explique deux choses. D'abord, la pauvreté n'est pas un concept acceptable, c'est plutôt la marginalisation, et la marginalisation est le résultat d'un ensemble de facteurs qui demandent à être expliqués. Donc tout ça est construit et les données aussi sont construites. On se base toujours sur les données. On le sait, damn lies and statistics, non, de Churchill. Il disait il y a des mensonges, des gros mensonges et les statistiques. Les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Les données, elles dépendent évidemment de ce qui est proposé à l'amont. C'est-à-dire de la façon dont on conçoit le monde va se retrouver dans les données. Ça a été dit. Bon. Ontologie naturaliste qui sépare l'homme de la nature, et ici une ontologie systémique, conservatisme, perspective critique. Vous êtes déjà rendu compte, je pense que je suis largement dans la perspective critique. Voilà. Je vais enfoncer quelque peu le clou qui a déjà été planté par mes collègues en ce qui concerne l'économie. Je vais prendre le cas de cette discipline des sciences sociales qui se présente comme étant la plus cohérente des sciences sociales et qui est devenue hégémonique en sciences sociales. Hégémonique en se calquant sur le modèle mécaniste des sciences naturelles
Et si vous voulez, pour résumer, en sciences économiques, en particulier la science économique néoclassique, parce qu'elle n'est pas la seule, repose sur une série de modèles qui sont construits sur des postulats réducteurs de complexité. On cherche systématiquement à réduire la complexité pour pouvoir la modéliser, pour pouvoir modéliser les comportements sociaux, donc avec l'objectif d'expliquer et de prédire certains comportements humains. Elle a fortement contribué, la science économique, à l'autonomisation des activités de production et d'échange dans nos sociétés. Et je prendrai comme exemple ceci. Vous connaissez ce schéma, c'est le schéma utilisé par le PNUE, le Programme des Nations Unies sur l'environnement, en parlant de développement durable. On y voit, c'est extraordinaire, l'économie comme une sphère autonome. Il n'y a que dans les sociétés occidentales, j'admets qu'elles sont dominantes, j'admets que les Chinois sont complètement dedans, en tout cas une bonne partie de la Chine, mais il n'y a que dans les sociétés occidentales que l'on trouve l'économie comme une sphère indépendante de l'environnement et du social. Et il n'y a que dans l'économie néoclassique. Donc, la science économique, avec ses modèles mathématiques et ses certitudes, séduit les décideurs. Merci. Et les économistes se font conseillers du prince, prophètes ou mandarins, comme le dit Henri Mandras. Les modèles économiques ont certes leur utilité, mais comme tous les modèles, ils ne sont qu'une représentation imparfaite de la réalité. Or, en prenant autant d'importance, en particulier auprès des décideurs, la science économique fait le monde en le disant, par référence à Austin et à l'approche constructiviste. Elle réalise un acte de magie sociale, comme le dit Bourdieu, c'est-à-dire de changer la vision que l'on a du monde. Or, ces postulats, qui sont irréalistes, constituent sa faiblesse. Et je vais prendre 4 exemples, je vais aller très rapidement, j'ai travaillé là-dessus depuis 2-3 ans. Donc, les Payment for Ecosystem Services, je ne le dis même pas en français, Reduced Emission from Deforestation and Degradation, et le TIB, c'est ce programme du PNUE, donc The Economic of Ecosystem and Biodiversity, et puis la Green Economy. Et je pense qu'ensemble, ils sont symptomatiques de ce que je qualifierais de manifeste pour une modernisation écologique. Et ça a un sens bien précis. Elles ont, ces propositions, en commun de s'appuyer sur le programme de la modernisation économique tel que présenté par Martin Ayer de l'Université d'Amsterdam. Et si vous voulez, on pourrait dire que le noyau, après il faut détailler et puis être plus nuancé, mais si vous voulez, le noyau, c'est bien l'approche économique qui fait sienne la croyance ancrée de la possibilité d'une croissance infinie qui est fondée sur la remplaçabilité d'une ressource par une autre au moyen du progrès technologique. Pas de problème, il n'y a plus de pétrole, on va trouver autre chose, grâce au progrès technologique. Cette croyance est profondément inscrite dans nos sociétés, et ça pose problème. Ce sont des approches qui sont utilitaristes, c'est-à-dire la nature est considérée dans toutes ces approches comme un substrat de l'économie. Malheureusement, enfin, question de temps, je n'ai pas le temps de détailler tout ça. C'est aussi une vision naturaliste, je viens d'en parler, c'est aussi une vision néolibérale dans laquelle l'économie de marché est considérée comme le mécanisme de gouvernance, et c'est neutre puisque c'est de l'économie, c'est l'offre et la demande, c'est raisonnable. Elle est industrialiste, ce manifeste est industrialiste et technoscientiste, technocratique, ça vient systématiquement du haut, et apolitique. Les relations de pouvoir n'y existent pas. Une deuxième hypothèse sur laquelle je travaille depuis un certain temps, c'est l'hypothèse de la matrice, par référence au film Matrix. Il existe quelque part, à la Lévi-Strauss aussi un peu, il existe des structures cachées. Il existe une structure de la relation
entre le monde international et les pays en développement, sur lesquels cela s'exerce principalement, qui fonctionnent de la façon suivante. Vous avez au sommet, donc top-down, vous avez au sommet les experts internationaux, les diplomates, les firmes, vous avez le niveau international, donc je descends par rapport à tout à l'heure, quand je suis remonté à partir des aires protégées, les experts locaux et les ONG, et puis les populations que l'on appelle cibles, qui n'est pas mon vocabulaire, mais qui est un vocabulaire assez courant. Donc, les thèmes changent, la matrice reste, la même structure reste en place, mais les thèmes changent. Une fois, vous avez la participation, une fois, vous avez les Payment for Ecosystem Services. Une fois, vous avez l'adaptation au changement climatique, un thème sur lequel je suis en train de travailler avec une équipe de recherche, les questions de genre, l'équité des genres, etc. Vous avez tous ces thèmes qui passent dans une espèce de tubulure comme ça, qui reste exactement la même. Les experts changent marginalement, mais les institutions restent les mêmes. C'est toujours la Banque mondiale. Vous allez toujours trouver les coopérations bilatérales et la Banque mondiale. Souvent les mêmes personnes qui vont changer. Maintenant, je suis un expert en genre. Hier, j'étais un expert en biodiversité. Aujourd'hui, un expert en genre. Les mêmes règles et les mêmes normes, et qui sont principalement orientées par le monde économique, puisque on est avec la Banque mondiale. Je suis un peu carré, mais même logique top-down, même logique, même mécanisme financier. Même type d'analyse et de solutions qui sont techniques, et même hyper-modernisme au sens de James Scott, c'est-à-dire une accélération du modernisme, du programme du modernisme de l'époque des Lumières. Hein, la rationalisation, la rationalité appliquée à tous les domaines de la vie. Et bien intentionné. Tout ça est bien gentil. Je n'ai pas le temps, mais circuit court, circuit long, ça consiste à modifier les structures à l'intérieur de chaque pays, à modifier les lois et à sélectionner les organisations qui vont intervenir, les intervenants locaux, pour appliquer les programmes. Donc il y a une espèce de darwinisme des organisations. Seules les organisations qui sont conformes à ce programme international recevront de l'argent, et donc le programme finit par être appliqué tant bien que mal. Heureusement, il reste la concurrence entre les différentes organisations qui sauvent de l'hégémonie. Et puis une absence complète de sensibilité au local. Il n'y a pas de boucle de rétroaction, contrairement aux différents modèles. J'ai terminé dans 1 minute ou 2. Donc, dans ces 4 approches, le vivant est réduit à quelque chose qui peut être quantifié et rationalisé. Une ressource naturelle, un capital. On nous parle de capital naturel, etc. Voilà. Bon, tout ça est certes intéressant. Ces approches sont certainement intéressantes. Elles ont certainement leur place. Elles sont peut-être même nécessaires. Je ne sais pas. J'ai des doutes là-dessus. Mais en tout cas, elles ont un problème, si vous voulez. Et je donnerai l'exemple des terres rares qui a été mentionné hier très brièvement. Si vous prenez l'économie verte, c'est simplement une petite façon de vous montrer les failles de ces raisonnements. Prenez l'économie verte. On va remplacer les voitures à essence par des voitures hybrides. Les voitures hybrides fonctionnent, en particulier les batteries, mais toute une série de systèmes à l'intérieur, grâce aux terres rares. Les terres rares sont en quantité limitée, font l'objet d'une querelle géostratégique, les Chinois en détenant actuellement un quasi-monopole, etc. Et elles sont en quantité limitée, ce qui fait que de toute façon, on devra trouver une alternative. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec des alternatives ? Et là, le problème de la finitude est posé. Mais il n'est pas posé dans l'économie verte. L'économie verte, c'est très bien, c'est nécessaire, mais en tout cas pas suffisant. C'est-à-dire cette transformation qui est proposée de verdir les économies n'est en aucun cas suffisante, à mon sens. Et donc, si vous voulez,
cette approche néoclassique de l'économie qui a été donnée à ingurgiter à des générations d'étudiants comme moi, comme si c'était la vérité, n'est qu'une des approches possibles. Depuis Polanyi et d'autres, on sait qu'il existe une grande diversité des systèmes d'échange et que dans de nombreux groupes humains qui ne connaissent pas le fétichisme de la monnaie, la production et l'échange sont enchâssés dans les relations sociales et non l'inverse. Donc, l'économie est à l'intérieur de la société et la société est à l'intérieur de l'environnement. Et vous pourriez dire, oui, voilà le vaisseau Terre. Hein, nos limites sont claires et sont clairement atteintes, et ça, on le sait depuis déjà longtemps. Donc, dans ce graphique ici, l'économie prend sa vraie place, qui est un moyen d'améliorer la qualité de la vie et non une fin en soi, de s'enrichir ou, je ne sais pas, d'avoir des milliards qui ne servent à rien. C'est ce que confirment des approches plus réalistes de l'économie, par exemple l'économie institutionnelle ou l'économie écologique.